Donc au départ du sketch qu'on a fait au cours précédent, la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est isoler les différents éléments euh, pour pouvoir travailler sur les parties différentes, notamment dans ce cas-ci, on va travailler sur la tête. Donc je vais isoler, activer la symétrie et isoler la tête. Et donc là, c'est des techniques que vous connaissez déjà, mais je rappelle. Ici, on va faire un split unmask. Pardon, split hidden. Et donc là, on a la tête qui est séparée. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de séparer la tête, tout ce qui est organique. Donc ici, la tête, les jambes, les mains, et la partie du corps qui est voilà, qui est en hard surface, d'avoir séparé. Donc ça, on verra comment traiter ça la fois prochaine. D'accord? Donc, objectif, c'est d'avoir la tête qui est séparée. Et bien là, on va directement recommencer en Dynamesh. Donc, on recalcule un Dynamesh. Là, je suis en Dynamesh pour le moment assez bas pour pouvoir donc 250 pour traiter les formes principales. Et là, je vais juste m'assurer d'avoir assez de matière pour travailler sur la forme. Et avec du clé tube, sculpter les formes principales. Alors je vais faire une forme un petit peu différente de celle que j'ai faite dans le premier, les notes d'exemple. Comme ça, vous allez voir que exploiter des moyennes fréquences, eh bien, même si la forme de base, donc les basses fréquences sont différentes, on peut habiller finalement n'importe quelle forme avec des références de moyenne fréquence qu'on va aller trouver dans nos images. Ok. Donc là, par exemple, suivant mon concept, ce sera un reptile avec une tête assez carrée, avec une mâchoire assez prononcée. Par contre, vous allez voir qu'au niveau des références que je vais aller chercher, donc au niveau du reptile, eh bien, vous voyez que j'ai très peu d'images. La première image ici, c'est pour les couleurs. Donc ce qui me plaît bien ici, c'est le dégradé de couleurs qui passe à la fois par les stries qui sont présentes, mais ici on voit que ça passe aussi sur les écailles. Donc c'était une chose qui me plaisait bien dans cette image-là. Mais ça veut dire que je vais exploiter cette image-là que pour un éventuel pattern de couleurs qui viendra superposer à la mode. Donc ça c'est pour plus tard. Cette image-ci finalement je vais pas trop l'utiliser. Là c'était aussi pour un pattern différent au niveau des couleurs qui me plaisait bien. Et en fait, voilà, ça c'est les images de référence que je vais utiliser avec ceci. Donc ça c'est pour les moyennes fréquences structurelles, donc tout ce qui est euh, forme euh, anatomique, etc. Et ça sera pour les moyennes fréquences un petit peu plus spécifiques, comme tout ce qui est pli, écailles et effet de muscles, etc. D'accord? Donc ça pour les formes structurelles. Et donc c'est pour ça que j'ai pris
animal-là dans plusieurs angles. Alors je vais vous montrer ce que je vois en fait dans cette image-là. Quand je regarde cette image-là, eh bien, je vois les formes structurelles qui sont soulignées par le jeu d'ombre et de lumière. D'accord? Donc je vois pas du tout l'information de couleur, c'est pour ça que j'ai supprimé. Et là je vais vous montrer avant, après. Voilà. Comme ça vous avez regardez donc ici, on voit que les lignes en fait, elles viennent souligner des formes qui sont indiquées par le jeu de lumière. Par exemple, comment est-ce que je peux voir que eh bien, il y a un creux ici? Eh bien, je peux l'observer ici sur cet angle-ci, où on voit qu'il y a un ourlet qui vient par-dessus l'oreille. D'accord? Et donc, c'est en analysant les formes, le jeu de lumière sur ces formes-là, que je vois les différents éléments qui viennent structurer la forme. C'est ça que je vais repérer sur mes références, et c'est ça que je vais utiliser pour travailler sur la forme de base que j'ai ici. Et vous voyez que la forme est différente. D'accord? Donc ce sont les éléments de mes références qui vont servir d'habillage à ma forme, mais je ne vais pas me calquer sur les formes de base des références. D'accord? J'ai ma forme à moi, de mon concept, et c'est ça que je vais faire aboutir. Alors je vais me mettre ici une résolution un petit peu plus grande, 500, et avec la brush ClayTube, eh bien je vais amener les différentes fréquences que j'ai repérées là-bas. Donc là, c'est l'arcade. Ici, ce sera le globe. Et puis là, j'ai une petite poche en creux ici autour. Je vais avoir la lèvre supérieure. Un bon point de repère, c'est l'oreille. Et par-dessus la lèvre supérieure et par-dessus l'oreille, je vais avoir un premier volume du crâne. Et ce travail-là, ça peut être fait, bon là c'est pour une tête de lézard, mais c'est le même travail pour un corps musclé de bodybuilder, etc. C'est le même genre de démarche pour repérer les formes euh, qui rentrent en ligne de compte. Donc essayez de bien lire les volumes. Et au niveau de la lèvre inférieure, donc j'ai la masse ici de la lèvre inférieure. Je vais avoir une masse secondaire qui vient ici. Et alors une masse qui fait tout le tour de ceci ici qui revient par-dessous. Avec DOM standard, je viens spécifier un petit peu tout ça. Et avec le DOM standard, ben, je vais aussi montrer là où il y a la narine, le dessus de la narine.
Et alors avoir ce pont osseux ici. Qui vient par devant. Ok. Donc une fois que c'est fait, bien je vais intégrer tout ça en lissant tous ces éléments-là. Et puis avec le dame standard, je viens repréciser certaines formes. Ici mon smooth est un peu fort, donc je baisse un petit peu l'intensité du smooth. Et là je recalcule un Dynamesh. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit apparaître sur ma forme de base les différents éléments qu'il y avait sur ma référence. Oui, donc après, évidemment, rien ne vous empêche de jouer avec les différentes formes. Si vous voulez retrouver une expression particulière que vous aviez dans votre concept. Ok. Et alors ici, je vais vous montrer eh bien, comment sont exploitées les formes par rapport aux références. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc je vais mettre la référence en petit ici.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On va regarder un petit peu dans Photoshop, mais pour voir où ont été utilisées les différentes ressources. Ben, on voit que la partie orange ici, ok, bien on la retrouve ici. Ok, le globe oculaire, ben, c'est facile à repérer. On a l'oreille qu'on retrouve ici à tous les endroits. On a la partie noire ici en dessous de la mâchoire qu'on retrouve ici. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que au niveau de la partie inférieure ici de la lèvre, ben, j'ai été dans le mauvais sens. Donc là, je vais pouvoir corriger ça dans le modèle. On a la forme de la lèvre inférieure. On a le montant ici de la lèvre supérieure que je vais pouvoir aussi corriger un petit peu pour garder l'aspect un petit peu plus courbé ici. On a la poche bleue foncée qu'on va retrouver autour de l'œil. On a l'arcade sourcilière qu'on retrouve ici. Bref, on retrouve chaque élément, mais disposé un petit peu différemment, puisque eh bien, c'est pas la même forme de base. D'accord? Donc l'objectif, c'est bien d'analyser votre forme et de pouvoir repérer les différents ingrédients que vous allez pouvoir rajouter pour rendre ça un petit peu plus crédible. Ok, donc ici j'en profite de la petite observation pour rajouter du volume ici. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être strict non plus, hein. Vous avez de la liberté et vous pouvez faire des choix esthétiques qui sont propres à vos productions. Voilà, donc ça c'est vraiment la première étape, c'est repérer les moyennes fréquences qui vont donner la richesse et la crédibilité à vos moyennes fréquences pour ne pas arriver avec une basse fréquence et puis dessus directement des hautes fréquences. Ça c'est vraiment ce que je vous demande d'éviter, hein. Donc vraiment profitez bien de toutes ces moyennes fréquences, c'est pouvoir bien équilibrer ça, c'est un des objectifs principaux, on va dire, de ce cours-ci, en plus des hautes fréquences qu'on va ajouter cette fois-ci. Ok. Donc, seconde étape, eh bien, on va pouvoir passer à un niveau, augmenter le niveau de Dynamesh. Donc là, je vais aller jusqu'à 800. Ok, je recalcule. Alors, avant de passer à 800, je peux aussi faire une subdivision pour smoother déjà un petit peu le résultat, pour ne pas devoir tout smoother quand je passe en Dynamesh 800.
Puis là, je mets en 800 et je recalcule. Et donc là, ben, le travail, ça va être de tendre les surfaces et de préciser les formes qu'on vient de trouver, avec donc un Dynamesh qui est un petit peu plus élevé pour avoir quelque chose un petit peu plus propre. Parfois, il y a certains accidents qui restent heureux au niveau organique, hein, puisque c'est pas des surfaces qui sont toujours extrêmement précises. Voilà, je change d'avis encore un petit peu. Et donc on va tendre les surfaces, rajouter un petit peu plus de détails. Et alors comment on va habiller cette structure de toute une série de haute fréquence par après? Eh bien, il faut vraiment veiller à ce que la structure soit bien lisible et bien claire, bien construite, parce que sinon, on va se retrouver avec une soupe de plus vraiment de pixels, mais une soupe d'informations, et on ne va pas pouvoir bien distinguer finalement euh, ce qu'on ce qu'on doit lire. D'accord? Donc là, toujours bien veiller à communiquer clairement vos informations aux différents niveaux de fréquence, et donc, comme vous allez aller très haut dans les fréquences, bien préparer le travail en ayant des moyennes fréquences qui sont clairement identifiables. Vous voyez, c'est pas non plus un travail qui doit prendre des plombes, hein. Il y a moyen de prendre des plombes et de bien s'amuser, mais il y a moyen aussi d'aller à l'essentiel. Et donc là, je recalcule le Dynamesh final. Et alors important, ici on va aussi creuser le creuser les paupières pour insérer le globe oculaire.
Donc je recalcule le Dynamesh et je viens préciser les formes. Ok. Et une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez aller dans Brush, Insert Sphere, et on va insérer le globe oculaire. Et puis faire un split unmask. Et travailler sur la position et le scale du globe oculaire. Pour que ça se passe bien au niveau de l'intégration avec les paupières. D'accord, voilà pour la deuxième partie. Donc au niveau de l'ouverture de la bouche, ben, on va augmenter encore un peu le niveau de Dynamesh. Là j'arrive à 1000. Bon là j'ai sélectionné les yeux, donc je vais le faire sur la tête. Voilà. 1000. Voilà. Et alors je vais sélectionner la partie qui ne va pas bouger. Flouter. L'oreille va pas bouger beaucoup non plus. Flouter l'intersection avec des contrôles-clics. Et puis revenir durcir au niveau de la bouche. Ce qui me permet maintenant de faire une rotation à partir par exemple du coin de la bouche ici et de faire en sorte qu'il puisse ouvrir la bouche. Alors je vais prendre un point de pivot légèrement plus arrière, je vais prendre l'oreille. Voilà. Et là je fais une ouverture légère, d'accord? On va pas faire une ouverture trop grande. Le but c'est de pouvoir juste creuser et pouvoir travailler ici après l'intérieur, à l'intérieur de la bouche. Donc une fois que c'est fait, bien je vais sélectionner la partie qui va être creusée. Quand je dis sélectionner, c'est masqué. Pardon. Avant ça, évidemment, il faut recalculer le Dynamesh. D'accord? Pour pouvoir justement sélectionner ça de manière plus précise. Voilà. Et ensuite, j'intervertis. Et ça, en fait, je vais le faire rentrer à l'intérieur de la bouche. Donc là, il y a plusieurs techniques. Il y a clé tube avec Alt qui permet de faire rentrer déjà la matière avec un peu de smooth. On peut corriger ça. À un moment donné, quand ça commence à déconner, eh bien, vous pouvez utiliser le move et continuer à pousser la matière vers l'intérieur. Le but est qu'on puisse bien sélectionner indépendamment les deux mâchoires. Donc une fois que c'est fait, je recalcule le Dynamesh. Et bien maintenant, je peux isoler la partie par exemple du dessus et venir travailler l'intérieur de la bouche en nettoyant un petit peu tout ça. Un peu de trim dynamique pour aplatir à nouveau l'intérieur pour partir avec une surface facile à utiliser. Et puis, bien, je vais masquer
l'intérieur de la bouche. Et puis flouter un petit peu tout ça et utiliser... Bonjour. Oui, pas de souci. Et alors on va rentrer tout ça à l'intérieur à l'intérieur du palais. Ensuite, j'affiche le tout, je recalcule le Dynamesh. Et je vais faire la même chose pour la partie inférieure. Donc d'abord, nettoyer un petit peu la zone. Ici, c'est du smooth. Ensuite, créer la partie qui va être creusée. Et puis, la creuser en fonction de vos besoins. Ok, on recalcule un Dynamesh, et là il reste juste le fond là-bas à nettoyer un petit peu. Voilà. Ok, donc là on vient de voir comment rapidement passer finalement du mode sketch au mode base mesh précisé. On a vu comment exploiter les références. D'accord? Maintenant, on va voir comment transformer ça en ressource finale en utilisant ce pourquoi finalement ZBrush était fait au départ, c'est-à-dire des surfaces, des belles surfaces avec des beaux petits carrés pour pouvoir ajouter plein de détails dessus. Donc à la base, vraiment, ZBrush c'était fait pour ça. On venait avec des base mesh, des beaux base mesh en quad, et puis on subdivisait jusqu'à avoir assez de définition pour pouvoir appliquer toute une série d'outils, de matières pour simuler des surfaces, rajouter du détail. Ok, donc ça c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc comment transformer ça en ressource finale? Eh bien, comme je le disais, ce qu'on veut maintenant, c'est un base mesh avec des beaux quads bien répartis sur tout le mesh et qui suit la topologie. Alors pour ça, dans le temps, on devait aller dans Trop des Côtes et faire une retopo, on va dire fonctionnelle à la main, qui allait servir de base mesh dans ZBrush. D'accord? Donc on faisait deux retopos avant. On faisait une retopo à la main pour le base mesh de ZBrush, pour avoir des beaux quads pour pouvoir continuer à rajouter du détail, et une retopo plus tard à la main pour faire le low poly du jeu. Maintenant, pour la partie retopo pour faire des base mesh, il y a un outil automatique qui s'appelle le Z-Remesher qui fait ça très bien. Et on peut même s'en servir, vous allez le voir plus tard dans la prod, comme base pour faire 80% du travail du low poly du jeu. Surtout ici dans le cas où on a beaucoup de triangles disponibles. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de dupliquer votre mesh. Et sur le mesh dupliqué, eh bien, on va utiliser le Z-Remesher pour recalculer une nouvelle topologie. Alors je vous montre d'abord avec des paramètres par défaut. Donc je mets juste 3 dans le target polygon count, donc c'est le nombre de polygones que vous voulez au final. Bien activer la symétrie sur l'axe X et avoir adaptif coché. Et là en fait c'est ZBrush qui va calculer pour vous, qui va calculer en fait une nouvelle topologie, et il fait ça proprement, vous voyez, il fait des beaux quads partout, et c'est un outil
qu'on peut utiliser vraiment pour... Enfin, c'est un base mesh qu'on va pouvoir utiliser pour faire des beaux détails. Maintenant, moi j'ai envie de pouvoir couper ici au niveau du contour de la bouche pour pouvoir faire des UV. Donc on va voir comment faire des UV dans cette broche parce que, eh bien, on va devoir utiliser une projection UV pour faire tout ce qui est surface noise. On le verra plus tard. Alors pour ça, j'ai besoin de déterminer, j'ai besoin d'endroits bien précis où la géométrie va se poser. Donc avant de faire le Z-Remesher, je vais utiliser un outil qui s'appelle le Z-Remesher Guide. C'est le tout dernier de votre liste. Et qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, ce sont des splines qu'on va dessiner sur le mesh et qui vont servir de guide au Z-Remesher. D'accord? Donc j'en ai besoin autour de la bouche dans mon cas. Je vais en mettre aussi autour des globes oculaires pour être sûr d'avoir des beaux loops autour de mes yeux, autour des yeux du bonhomme. Et alors j'aimerais bien avoir un beau loop ici pour pouvoir couper dans mes UV facilement. D'accord. Ici je vais faire un autogroupe parce que je vois qu'il y a déjà des polygroupes. Voilà. Et maintenant, dans les options de Z-Remesher, pour que le Z-Remesher suive les courbes, eh bien, je vais augmenter le curve strength. Là, il est à 50%, c'est-à-dire que parfois il peut suivre la courbe, parfois pas. Là, je vais l'obliger à suivre la courbe. Alors, je vais pas mettre 100% parce que parfois ça fait des bugs, mais 95% pour augmenter le nombre de chances qu'il utilise ces courbes-là. Et au niveau du target polygon count, je vous propose d'aller le plus bas possible, 2 étant tout à fait convenable, le plus bas possible parce qu'on va faire des UV. Et pour faire des UV, on ne veut pas avoir quand même trop de densité parce que les UV ça se fait avec du painting au vertex et s'il y a trop de vertex ça devient compliqué d'être précis. Donc voilà. Vous voyez que ça va assez vite. Hein. Avant, il fallait passer une demi-journée à faire ça dans 3D Code. Là, il fait ça en quelques secondes. Là, on voit que j'ai un beau loop autour de la bouche, qui a des loops ici autour de la base, et que j'ai des loops autour des yeux. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, j'ai le base mesh que je souhaitais. Donc, on va voilà, 5 minutes pour faire la retopo. Et vous allez voir que pour faire les UV, ça va pas prendre beaucoup plus de temps. Donc on va faire les UV maintenant. Alors, une astuce pour faire les UV, c'est d'utiliser les polygroupes. Quand vous voulez faire plusieurs îlots d'UV, eh bien vous, au préalable, vous déterminez des polygroupes. Donc là, par exemple, je cache avec le Select Lasso, je clique sur un edge et automatiquement il cache le loop. Ce qui me permet de cliquer sur autogroupe et de repérer 2 polygroupes différents. Ensuite, je vais... Donc, quand on clique sur l'edge, ça cache le loop. Quand on clique sur la face, ça isole le polygroupe, comme pour l'autre mode de sélection. Donc, c'est celui-là que je voulais cacher. Pour pouvoir faire un autogroupe sur celui-ci. Donc, maintenant, j'ai bien une ligne de polygroupe à cet endroit-ci. Alors, maintenant, je vais cacher celui-ci et cacher aussi le loop en cliquant sur l'edge autour de la bouche. D'accord, donc là je fais un autogroupe aussi. Je cache l'intérieur. Je cache le fond et je fais un autogroupe sur ceci pour que j'ai la petite bordure qui soit inclue au mesh. Donc là maintenant, j'ai les polygroupes sur mon objet.
grâce à mes guides, et je vais pouvoir passer aux UV. Alors, encore une fois, ils ont bien fait ça dans ZBrush, puisque tout se trouve ici dans ZPlugin UV Master. Vous voyez qu'il y a royalement 3 paramètres. Alors, on va cliquer sur Polygroup pour demander à ZBrush qu'il tienne en compte les polygroupes pour faire les UV. Donc, il va faire des îlots d'UV différents. Ce qui fait que, moi, pour détendre les UV de la forme orange, ici, je n'ai plus qu'à couper sur une des tranches comme un cylindre. Et donc, ça se fait en peignant au vertex, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, vous activez le Control Painting. Et je prends la Standard Brush. Et on va cliquer sur Protect. Alors vous voyez que quand on clique sur Protect, ou sur un des modes de painting, automatiquement il met le matériel en Skin Shade 4, donc en blanc, et il prend une couleur rouge, avec comme valeur Red 255, Green 0, Blue 0. C'est la couleur rouge qui va déterminer là où il ne doit pas mettre de couture d'UV. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans Color, Fill Object. Donc là, on remplit tout en rouge, ce qui veut dire que on protège tout, et on va lui dire maintenant, avec de la tract, vous voyez qui passe en bleu, on va aller lui dire de peindre, donc en RGB, pas en ZAD, en RGB, on va lui dire de peindre à l'endroit exact, là où on veut la couture d'UV. Vous voyez que c'est du vertex painting, hein, donc ça bave jusqu'au vertex suivant. Mais là, on a bien peint en bleu là où on voulait la couture d'UV. Et maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer sur Unwrap et c'est fait. D'accord? Alors, pour vérifier, il y a le Check Seams. Et là, on voit qu'en orange, il montre là où il y a les coutures. On voit qu'il a bien mis la couture autour des polygroups et là où on avait peint la ligne bleue. Et si vous voulez voir ce que ça donne, toujours bien sauvé avant, si vous voulez voir ce que ça donne une fois aplati, vous cliquez sur Flatten. Voilà, il sauve toujours. Voilà, Flatten. Et là, vous voyez en version aplatie ce que donnent vos UV. Alors, il y a moyen de retoucher les UV comme si c'était un modèle. Donc, vous pouvez prendre la brush Move et éditer vos UV dans l'espace aplati. D'accord? Alors, ça ne sert pas à grand chose, mais vous pouvez le faire. Quand vous cliquez sur Unflatten, il revient en position 3D. Et maintenant, vous avez un objet low poly qui a des UV. Donc si maintenant je décoche le check seam, si je me remets en mode cap gray et que je décoche le polyframe, on a notre objet avec des UV avec lequel on va continuer de travailler. Donc on se retrouve maintenant avec quoi? On a un objet ici avec peu de définition, avec des quads partout, et un objet ici avec beaucoup plus de définition, avec plus de modelé aussi, qu'on a envie de récupérer d'ailleurs dans l'autre objet. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir repartir de ce stade-là avec cet objet-ci. Alors, d'abord, je prends mon objet en Dynamesh et je le subdivise une fois pour smoother un petit peu les formes. Ensuite, je prends celui qui est en quad et je vais le divider une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, j'arrive plus ou moins à 1 500 000, 1 600 000 points. C'est bien pour une tête. Ça va me permettre de faire des écailles de haute fréquence. D'accord? Et ce que je souhaite maintenant, c'est repartir du stade où j'étais tout à l'heure, mais avec la définition que j'ai ici. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va projeter dans ce modèle-ci la sculpture précédente. Donc, je ne vais pas le projeter à la subdivision 5 parce que c'est pas nécessaire, parce qu'à la subdivision 5, ce sera pour tout ce qui est très haute fréquence, et il n'y a pas du tout de haute fréquence sur le modèle précédent. Donc, pour que ça prenne moins de temps, je mets en subdivision 4, j'affiche les deux objets l'un sur l'autre, et je vais ici dans Project, Project All. Et là, donc, il va projeter la sculpture qui était faite en Dynamesh dans le subtool sélectionné avec les quads. D'accord? Donc maintenant, j'ai ma sculpture subdivisée avec les quads, mais j'ai bien, cette fois-ci, le détail qui était dans mon Dynamesh, et je suis à l'étape... Bon, il a un petit peu cafouillé ici, donc je vais nettoyer ça avec du smooth. Non, pas ça. Ah oui. Attention, vous voyez que là, je suis avec du smooth et j'aimerais bien smoother ça et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien, parce que on a été faire des UV et donc on a le RGB qui est coché et plus le Z-add. Donc là, si vous voulez smoother votre objet, ben, il faut vous remettre en Z-add décoché RGB et là, il faut bien vouloir smoother ça. Ok. Et donc là, on se trouve bien en mode surface de subdivision, avec tout le travail qu'on a fait au niveau de la sculpture qui est projeté. Ok. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade-là? Eh bien, on peut en profiter pour nettoyer encore un petit peu les formes. Cette fois-ci, vous allez voir que, comme c'est des quads subdivisés, vous allez sculpter avec beaucoup de plaisir, puisque chaque fois, la matière va bien se comporter. Il n'y aura plus de petites inégalités au niveau de la surface. Je me souviens que dans le premier projet, il y en a quand même qui étaient ennuyés par cet aspect parfois un petit peu irrégulier des surfaces. Là maintenant, comme ce sont des beaux quads, eh bien on va se retrouver avec des surfaces qui sont vraiment impeccables. Bon, évidemment, on peut faire ça pendant des heures. Je vais pas trop passer de temps là-dessus, vu que ça, vous savez déjà le faire. Vous savez comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette phase-là? C'est bon? Oui. Maintenant, on va voir un nouvel outil. On en avait déjà eu une petite introduction au cours précédent. Donc, ce sont les layers qui vont nous permettre de venir travailler sur le modèle par couche. Et vous allez voir que c'est pas simplement des couches, c'est aussi des couches qui ont une certaine opacité. Donc voilà, ici j'ouvre le module de layer et je crée un nouveau layer. Pour pouvoir créer un nouveau layer, il faut que je sois absolument au niveau le plus haut de subdivision. Donc là, je me mets au niveau le plus haut, je crée un layer. D'accord? Quand on crée un layer, automatiquement, il se met en mode record. Et je peux donc recorder n'importe quelle action. Maintenant, je vous propose de vous mettre dans un niveau de subdivision plus bas pour faire la fermeture de la mâchoire. Donc on va enregistrer dans un layer la fermeture de la mâchoire.
Alors pour ça, vous pouvez utiliser le rotate, mais aussi le move. Et s'il le faut, vous pouvez même utiliser le pinceau et le pinceau move pour fermer la mâchoire. Maintenant que vous avez enregistré ça, eh bien vous pouvez vous remettre en subdivision 4. Et vous avez maintenant un layer, donc je quitte le mode record, un layer qui ouvre et ferme la bouche. Donc ça permet maintenant à la fois de travailler sur la bouche, sur le visage avec la bouche fermée. Donc là par exemple, je vais rajouter un layer et je peux travailler sur, on va le voir tout à l'heure, toute une série maintenant de moyennes fréquences qui vont se retrouver sur je peux même travailler autour de la bouche, il n'y a pas de souci. Donc je peux travailler une fois que la bouche est fermée, mais je peux aussi ouvrir la bouche et toujours dans mon layer du bas, continuer à travailler sur des détails. D'accord? Et ça veut dire que maintenant j'ai un layer ici dans lequel j'ai des moyennes fréquences. Ça va? Ça permet de travailler à l'intérieur de la bouche, ça permet de sculpter les gencives, de voir si tout fonctionne bien quand la bouche se ferme ou s'ouvre, etc. Alors ici vous voyez qu'il met un message quand je veux peindre. Qu'est-ce qu'il met comme message? Eh bien que maintenant que j'ai des layers, pour pouvoir modifier l'objet, je suis toujours obligé d'avoir un layer en mode record. Une fois qu'il y a un layer qui est créé, eh bien je ne peux travailler que avec des layers en mode record si je veux sculpter mon objet. Alors maintenant, vous voyez que je commence à rajouter toute une série de moyennes fréquences. Et c'est là que mon autre image de référence vient en ligne de compte. Alors, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Voilà. Donc ici, j'ai des plis, toute une série de rides. D'accord, j'ai des accroches osseuses ici au niveau de l'oreille, au niveau de certaines marques. C'est ça que je vais maintenant ajouter à mon modèle ici. J'ai déjà commencé donc avec le dame standard à venir creuser des ridules, etc. ici. Alors, il y a moyen de le faire à la main comme ceci, mais on peut aussi utiliser des alphas. Donc là par exemple je me mets en drag rect et je vais utiliser l'alpha 58. Et bien avec cet alpha, je vais pouvoir venir dessiner toute une série de rides et je viens les placer et les disposer comme bon me semble. Puis après, par exemple, avec la brush inflate, eh bien, je peux venir gonfler la matière entre chaque ride.
Et attention, ne venez pas trop vite avec des petites micro-rides, puisque ça va disparaître. Ça va disparaître quand vous avez rajouté les hautes fréquences. Donc même les rides secondaires, veillez à ce qu'elles soient quand même assez marquées pour qu'on continue à les voir une fois qu'il y aura l'habillage avec les hautes fréquences qui sera effectué. Ok, donc là on voit qu'on continue à rajouter des moyennes fréquences sur le modèle pour le faire évoluer. Au niveau des alphas, donc dans NetJV, Melar, librairie, vous avez un truc qui s'appelle les ZBrush Alpha qui sont tous les alphas qui viennent du site de ZBrush qui vont pouvoir être utilisés pour faire toute une série de matières différentes. N'hésitez pas à aller les utiliser et à les tester sur vos modèles pour justement faire des stems qui sont propres à la référence que vous avez. D'accord? Donc vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez ici comme matière, etc. Vous pouvez aussi récupérer ça dans Photoshop, les faire tiler vous-même pour faire des textures qui taillent. Donc c'est à vous de créer finalement vos outils. Moi je vais vous montrer maintenant qu'avec un alpha il y a moyen de faire différents types de scale. C'est un alpha que j'ai pris dans ZBrush et que j'ai fait tiler dans Photoshop. Le surface noise pour créer la magie. Alors comment fonctionne le surface noise? Bien, d'abord, je vais renommer mes layers. Donc le premier layer, c'est le layer de la bouche, donc je vais l'appeler bouche. Ok? C'est ce layer-là qui permet d'ouvrir et fermer la bouche. Le deuxième layer, c'est le layer avec les rides. Donc je vais l'appeler ride. Ok. Maintenant, je vais faire un nouveau layer où je vais imprimer. D'abord, vous montrer comment fonctionne le surface noise. Alors, dans surface, vous activez le noise. Et donc là, vous avez votre objet qui apparaît dans la boîte. Alors, pourquoi est-ce que je vous disais que c'était important de travailler aux unités de ZBrush? C'est précisément pour ce genre d'outils-ci. Si vous ne travaillez pas aux bonnes unités, vous allez voir que le noise ne va s'appliquer qu'à une petite partie de votre modèle. Il y aura une ligne au-dessus de laquelle le noise ne va plus faire d'effet. Et aussi, les paramètres sont beaucoup plus... ne sont pas commodes à utiliser déjà en standard, mais si vous ne travaillez pas à l'échelle de ZBrush, les paramètres sont encore moins commodes à utiliser. Donc ici, pour le moment, il y a un noise, par défaut, qui est projeté en 3D. Vous voyez qu'ici, c'est l'aspect 3D qui est utilisé, pas les UV. Et donc, on a un noise. On peut en paramétrer la force. On peut en paramétrer le scale. Et on peut dire, eh bien voilà, je vais faire un énorme scale. Un tout petit scale, pardon. Oui, un énorme scale. Avec une petite force. Voilà. Je vais mettre OK. Et là, on voit que ça apparaît sur le modèle.
Maintenant, ce n'est toujours qu'une preview. Si on veut vraiment l'appliquer sur le modèle, attention, important de bien avoir un layer, comme ça on peut faire un apply to mesh, et là il est appliqué au modèle. Et comme on avait un layer qui enregistrait l'application du noise, eh bien maintenant on a un slider pour faire apparaître le noise dans le modèle. Donc ça déjà, c'est une base pour rajouter des moyennes fréquences un petit peu partout et gommer l'aspect un petit peu trop parfait des surfaces organiques. Ça pourrait euh, suffire pour certaines parties du modèle. Donc ça c'est déjà une première chose. Deuxième chose, je rajoute un nouveau layer. Je vais réouvrir ma boîte de noise en éditant ici. C'est toujours le même noise qui est paramétré. Je peux aussi utiliser ce qu'on appelle le noise plug. Alors pour utiliser le noise plug, je vais activer ici, voilà. Alors le noise plug, qu'est-ce qu'il permet de faire? Eh bien il permet d'utiliser tout un certain nombre de noise paramétrés. Mais vous voyez que ça ne s'affiche pas encore tout à fait bien dans la boîte ici. Donc je vais laisser le dense, donc c'est un type de noise. Je vais le laisser et maintenant je vais le paramétrer pour qu'il soit affiché dans la boîte d'édition. Donc le noise scale, je laisse là. Le plugin scale, je peux le changer légèrement. Mais surtout, je mets le mix basic noise à 0. En mettant le mix basic noise à 0, le noise de base eh bien, n'a plus d'effet. Donc maintenant, je peux vraiment voir réellement l'effet de mon noise plug. Et là, je dois choisir le bon scale et la bonne strength pour voir ce que fait le noise plug. Et là, on voit l'effet du noise plug correctement. C'est un lézard en pierre, tout à fait. Ok. Donc maintenant que le noise plug est bien paramétré, je reclique sur Edit. Et je peux maintenant voir les différents effets ici. Ici, c'est de l'érosion. Ici, c'est du FBM. Un gradient, on voit rien. Un effet granit. Un effet de grille. Les X-Style, etc. Alors, les X-Style, ça c'est un bel outil pour vous montrer justement l'intérêt d'avoir fait des UV. Vous voyez que là, ça ne donne absolument rien. Je vais cliquer sur OK. Sur le modèle, là, ça ne donne absolument rien pour le moment. Je vais me mettre en UV. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant que les hexagones suivent les UV. Ce qui fait que si je diminue le scale, eh bien maintenant, on peut voir l'effet des X-Style sur le bonhomme. Ça, c'est très bien, par exemple, pour des zones noires de surface. Ok, donc ça veut dire que si vous voulez habiller des zones noires de surface, il faudra aussi faire des UV. Quand je me mets en 3D, eh bien on voit que de face, c'est pas mal. On voit bien les X-Style. Par contre, on voit que c'est complètement... que derrière c'est bon, mais que de côté c'est complètement foireux. Tandis qu'en UV, tout se met correctement. C'est pour ça qu'on a fait des UV. Entre autres. On verra que ça va pouvoir servir à autre chose aussi plus tard, mais c'est entre autres pour ça qu'on a fait des UV. Et sans UV, tu vois que c'est pas possible d'utiliser ça correctement. Maintenant, le noise plug, vous voyez que c'est assez limité. Ça propose quelques paramètres par défaut. Bon, il y a moyen déjà de faire pas mal de trucs, mais dans mon cas, moi j'ai envie d'utiliser un alpha de scale que je fais moi-même. Donc, au lieu d'aller dans noise plug, je vais ici dans alpha, et je vais aller chercher un alpha qui se trouve dans ressources. Donc dans MailerFX 2016-2017 Q2
Character Art Resource, c'est un truc qui s'appelle Scale Tile Small. Encore une fois, c'est un exemple que j'utilise pour le personnage de démo. Je vous demande de ne pas utiliser celui-là sur votre personnage à vous, mais de créer vos propres alphas. Je serais très triste de voir que des lézards avec ce genre d'écailles-là dans les travaux de fin d'année. Donc, je vais utiliser cet alpha-là. Ok. Donc là, on voit l'effet que ça fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est travailler sur l'alpha scale et travailler sur le strength. Ok. Et là, on voit que, eh bien, ça imprime des petites écailles partout sur le lézard. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de augmenter un petit peu l'effet au niveau du strength. Pourquoi? Parce que ici, on a un layer en mode record. Quand on va faire un apply to mesh, eh bien, on aura donc cet effet d'écaille qui est relativement homogène. Eh bien, on va pouvoir baisser l'effet global grâce à l'opacité du layer. Et maintenant, on va pouvoir utiliser des outils qui vont permettre de mixer différents types de noise. Alors, donc, comment est-ce qu'on va faire pour mixer différents types de noise? Eh bien, on va utiliser un nouvel outil. Et le nouvel outil s'appelle l'outil Morph Target. D'accord? Alors, qu'est-ce que va faire l'outil Morph Target? En fait, il va capturer un état de la sculpture quand on clique ici sur Store Morph Target. Donc, il garde en mémoire la sculpture telle qu'elle est pour le moment. D'accord? Donc là, je vais faire un Store Morph Target. Vous voyez que maintenant, l'option Store est en grisé et il y a un Delete Morph Target qui est disponible. Et ensuite, je vais cacher ce layer, créer un nouveau layer, et ce layer-là, je vais l'appeler Mix, puisque c'est dans ce layer-là que je vais peindre le mix le mix des écailles. Alors, j'ai un layer en mode record, j'ai storé la morph target, eh bien je vais chercher la brush qui s'appelle morph. Et qu'est-ce qui se passe avec la brush qui s'appelle morph? Eh bien je peux peindre avec la morph target que je viens de créer. Ok, donc je peux choisir des endroits qui vont recevoir des écailles, des endroits qui vont en recevoir moins, etc. Et comme c'est dans un layer en mode record, eh bien il n'y a aucun problème. Ok. Deuxième étape, je vais enlever le record du mix, je cache le mix, je me remets en noise, et cette fois-ci je vais augmenter le scale. J'augmente le scale, et là je refais un nouveau layer, et dedans je refais un apply to mesh. Je vais à nouveau paramétrer pour que ce soit correct par rapport à
l'embossement ici que je souhaite. Et là, je vais faire un delete morph target. Je restore ma morph target. Et dans mon mix ici, eh bien, je viens peindre des écailles un petit peu plus grosses. Bon, je vois que j'étais trop loin dans l'importance des écailles, donc je baisse un peu l'intensité ici. Je refais un store morph target et puis je repeins ici dans mon mix avec la bonne intensité. Et là maintenant j'ai des zones avec des écailles qui sont plus grosses. Et des zones avec des écailles qui restent plus... Donc ça c'est une manière assez finalement rapide de couvrir de la surface. Ok. Et ensuite, je vais encore une fois cacher ce layer là, remettre le noise, l'éditer, augmenter encore un petit peu le scale. Faire un apply to mesh dans un layer en mode record. Trouver l'intensité qui me convient. Storer la morph target en deletant la précédente. Et puis dans mon mix, venir placer quelques écailles plus grosses. À certains endroits. Alors on voit que les écailles se floutent les unes dans les autres. Donc ça c'est vraiment une manière de couvrir de la surface de manière assez rapide. Mais vous allez sûrement me demander, mais monsieur, moi j'aimerais bien faire des écailles plus précises. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire des écailles plus précises? Et c'est ce qu'on va voir dans la suite des événements. Donc ici j'ai le noise de base qui rajoute des moyennes fréquences. Et vous voyez, donc on peut mixer le noise de base qui rajoute des moyennes fréquences avec les écailles. Et que au final on a le résultat. Donc une fois que c'est fait, je peux supprimer les layers qui ne servent à rien. Et là, je mets 4 layers. Un avec le noise, un avec les écailles, un avec les rides, et un avec la bouche ouverte et la bouche fermée. Et on voit que les écailles suivent la bouche ouverte et la bouche fermée. Par contre, attention, si vous capturez les écailles avec la bouche ouverte, il faut peindre aussi avec la bouche ouverte, sinon il va fermer la bouche quand vous peignez les écailles aussi. C'est peut-être pas ce que vous voulez. Ok, donc voilà avec les globes oculaires. Continuez.
Donc là, je vais montrer comment faire des écailles soi-même. C'est-à-dire ne pas utiliser forcément des masques, mais pouvoir déterminer où vont aller, si pas toutes les écailles, au moins certaines écailles. Donc je vais enlever les layers de noise. Et bien ici, je vais pouvoir par exemple ouvrir la bouche et commencer à peindre moi-même les écailles. Vous voyez que tout de suite ça va prendre un petit peu plus de temps, pardon, mais on voit aussi que ça va permettre de peut-être de mieux adapter les écailles au personnage. Ok, donc voilà par exemple un habillage d'écailles qui est vraiment dédié à ce personnage-là. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais juste inverser l'alpha et faire un nouveau layer avec une déformation inflate par exemple. Ok. Et me dire, ben voilà, ça c'est une manière de faire. Maintenant, on voit que ben, l'inflate, il permet pas de faire de floutage, il permet pas de faire des masses d'effets directement sur le masque. Donc ce que je vous propose, c'est de créer à partir de l'alpha qui a été dessiné, du masque qui a été dessiné, créer un alpha. Et comme on a fait des UV, eh bien, on peut créer un alpha qui va être en fait une texture. Et avant de faire create alpha, vous pouvez aller dans UV map, déterminer la taille à laquelle vous voulez travailler pour avoir plus de précision. Ok. Et donc là, j'ai mon alpha que je vais exporter en PSD. Et donc ça va me permettre de retourner dans Photoshop. Et
d'ouvrir l'alpha en question, on voit que l'alpha, en fait, il est en grayscale 16 bits. Donc mettez-vous en RGB 8 bits pour pouvoir travailler dessus. Et on peut, si l'on veut, repeindre directement avec Photoshop pour refaire des formes plus précises. On peut rajouter aussi des imperfections. Mais ce qu'on peut faire par exemple, c'est reprendre la sélection dans un alpha dans Photoshop, l'intervertir, reprendre le contenu de l'alpha, donc cette fois-ci pour pouvoir créer un layer avec le contenu en noir. Et ces layers-là, en fait, on peut appliquer, eh bien, par exemple, un outer glow en dessous. Je vais remettre du blanc pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Hop, dans du blanc. Et donc, cette outer glow va permettre de faire un léger rembossement au niveau au niveau de l'écaille elle-même. Ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un inner glow. Et cette fois-ci, inner glow va être en blanc. Et là, c'est une autre manière de faire un embossement. Et si je sauve ceci, eh bien, je peux retourner dans ZBrush et importer le nouvel alpha. Ok. Dans masking ici, je peux faire un mask by alpha. Et on voit que ça a foiré au niveau des coutures du V parce que j'ai pas fait de padding. Mais on voit que maintenant l'alpha, eh bien, il est plus précis. Si je fais un embossement maintenant, donc dans déformation, si je fais un inflate de 2, bien on voit que l'inflate, je vais faire de 1. On voit maintenant que l'inflate est beaucoup plus travaillé que l'inflate de base. Ok. Alors comment rectifier les problèmes de couture? Donc comment rectifier les problèmes de couture? Ben, c'est dans Photoshop qu'on va devoir retoucher légèrement les écailles pour qu'il y ait un débord sur les UV.
Donc il y a une partie qui peut être faite directement dans Photoshop. Ok, donc là il y a une partie qui va être rectifiée. Oh mais non, j'ai pas activé les. Excusez-moi, j'ai pas activé l'effet. Voilà. Et si je vais supprimer le layer, créer un nouveau layer, refaire un mask by alpha. Et cette fois-ci, ben, on voit qu'il n'y a plus trop de problèmes, à part à deux endroits où j'avais oublié de peindre sur la ligne. Voilà. Et là maintenant, je peux intervertir et faire l'inflate de 1. Ok, donc là on voit bah, que maintenant c'est beaucoup plus dédié par rapport à mes formes. On peut combiner les deux, on peut combiner du dédié et puis du surface noise. Mais disons que celui-là va être un petit peu plus précis par rapport à vos propres formes. Ça prend plus de temps aussi, évidemment. Donc la suite, la question que j'ai eue, c'est comment est-ce qu'on va insérer des pics, etc. Et bien là, par exemple, je vais préparer le travail pour pouvoir recevoir une série de pics. Donc je mets un nouveau layer et je repasse en mode modélisation. Là, je vais récupérer certaines écailles qui vont servir de base pour, euh, pour des pics. Vous voyez que même quand vous avez fini de travailler avec vos alphas, vous pouvez toujours continuer à venir modéliser par-dessus. L'alpha peut être juste un support pour continuer à faire évoluer votre sculpture. D'ailleurs, c'est plus symétrique, mais c'est pas problématique.
Donc là je vais dupliquer le modèle pour pouvoir supprimer les niveaux de subdivision. Donc d'abord faire un B-call pour supprimer les layers. Ensuite supprimer le niveau de définition pour pouvoir récupérer une portion du mesh et faire un extract. Le but c'est juste d'extraire une petite portion de matière, donc j'accepte tout ce qu'il me donne, voilà. Et ces petites portions de matière, ben, je vais l'utiliser pour faire une corne. Donc là je vais commencer par enfin une pointe. Je vais commencer par la faire gonfler pour pouvoir travailler dessus. Cette partie-là, bah, j'en ai pas besoin, donc je vais la supprimer. Donc je prends la partie du dessus. Et la bouger pour repasser rapidement en Dynamesh. Bon, c'est une corne assez fine, donc je vais directement passer en Dynamesh 500. Ouais, c'est bon. Celui-là, il n'y a plus de niveau de subdivision, donc j'en ai plus besoin. Et là, je peux sculpter une des piques. Donc quand vous voulez élargir une section, c'est le inflate. Et quand vous voulez la rétrécir, c'est le smooth. Donc l'inflate et le smooth fonctionnent bien en combinaison. Ok, donc là je vais subdiviser plusieurs fois. Rajouter quelques détails. Alors pourquoi est-ce que j'en rajoute déjà maintenant? Mais parce que comme ça je devrais pas en rajouter sur chacune des copies. Là aussi je pourrais repasser en Dynamesh, etc. Ben là je reste en surface de subdivision. Bon, là je reste en Dynamesh subdivisé pour changer un petit peu. Et puis une fois que c'est fait, ben, il suffit de dupliquer et déplacer.
Évidemment, ce sera super gourmand en polygones une fois que vous serez à l'étape du low poly. Et puis une fois que vous avez placé vos aiguilles, vous pouvez les merger les unes avec les autres. Et refaire la symétrie. Et puis faire l'habillage. Donc là je vais plus peindre en symétrie vu que l'habillage est différent à gauche et à droite. Et là c'est intégrer les différents éléments les uns dans les autres en fait. Etc. Donc une dernière chose, vous pouvez combiner les différents outils que je viens de montrer. Donc vous pourriez par exemple utiliser le Surface Noise pour faire une première passe d'alpha global et puis utiliser Photoshop pour les combiner ou pour les retoucher. Donc par exemple, si vous avez paramétré un noise, vous pouvez aussi faire un mask by noise. C'est-à-dire que là maintenant, eh bien, il va créer un masque, donc un alpha, à partir du noise. Et si on combine ça avec ce qu'on vient de voir, eh bien maintenant on peut aussi créer dans masque un alpha à partir du masque qu'on vient de faire. Et on se retrouve dans Photoshop, cette fois-ci, eh bien, avec des écailles partout, et on peut encore les modifier, etc., modifier certaines à la main, etc. D'accord. Donc vous pouvez combiner plusieurs outils. N'oubliez pas quand même de rajouter de la vie. Donc imaginez, ne me faites pas un truc trop clean non plus, donc là, bon, c'est être assez simple, hein, mais et je vous dis pas de lui mettre forcément. Je veux pas que tous les reptiles que je reçoive ou tous les personnages que je reçoive aient des cicatrices partout, mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez encore en profiter pour venir par exemple ici abîmer son œil de gros méchant lézard. C'est peu de choses, mais ça vient aussi rajouter des moyennes fréquences. Donc,
par-dessus vos écailles, vous pouvez continuer à peindre et rajouter du détail. Et donc là, on vient de voir comment passer finalement je vais sauver. Donc on vient de voir comment passer. Oula, ça a planté. Comment passer de l'étape de sketch. Alors je ne sais pas si je l'ai encore dans ce fichier ici. Qui ressemblait plus ou moins à ça. On vient de voir donc comment passer de l'étape de sketch à l'étape d'objet organique final. Donc ça c'était l'étape qu'on voyait aujourd'hui. La prochaine fois on verra comment passer de l'étape de sketch à l'étape de art surface finale, avec les moyennes fréquences, etc. aussi. Et les hautes fréquences.